Euh, bon, le but de cet exposé est de montrer comment le concept d'information éclaire la signification du deuxième principe et éclaire le concept d'entropie. Ce que je vais dire, ce n'est pas la peine de prendre des notes parce que c'est écrit de façon très détaillée dans une publication qui est publiée dans une revue un petit peu cachée qui s'appelle Studies in History and Philosophy of Modern Physics. Il y a la référence là-haut, mais si vous voulez accéder au texte lui-même, il y a la petite flèche qui vous dit où la trouver, c'est sur le site de notre service. Ce que je raconte a servi un petit peu de base aussi à mon livre dont j'ai mis la référence qui est là, dont Bernard vient de parler. Pour commencer, je vais rappeler qu'est-ce que c'est que le concept d'information. Le concept d'information a été introduit en 1948 dans le contexte de la théorie de la communication, le but étant de faire passer des messages, mais on va l'utiliser dans un contexte tout à fait différent. L'idée générale de la théorie de la communication consistait à dire, au départ, ce qui a été introduite par Shannon, ça consistait à dire que nous avons des événements qui vont se produire. Ces événements, je vais en prendre connaissance, donc il va y avoir une transmission d'informations concernant les événements qui se produisent ou qui ne se produisent pas. Et ces événements sont caractérisés par une loi de probabilité. À l'avance, j'ai une certaine idée de est-ce que je vais recevoir tel message, est-ce qu'on va me dire il va pleuvoir aujourd'hui ou il va faire beau aujourd'hui. Donc il y a une certaine probabilité a priori. Et la réception du message consiste à voir si cet événement a eu lieu ou n'a pas eu lieu. Donc au départ, nous avons des événements. Ces événements ont une probabilité. Je vais prendre l'événement M est par exemple l'arrivée du cheval numéro M dans la première course d'Auteuil. J'ai lu les journaux à l'avance, j'ai une idée des probabilités pour que le cheval numéro 1 arrive ou que le cheval numéro 2 arrive premier, etc. Et je veux estimer la quantité d'informations que je vais recevoir lorsque je vais lire le journal et que le cheval sur lequel j'ai misé est arrivé ou pas. Donc cette information doit être un nombre qui va caractériser ce que j'apprends en lisant mon journal. Évidemment, si le cheval était un tocard complet et que, bon, non, si le cheval était un tocard complet sur lequel j'ai misé et que je savais que j'avais misé, que j'avais pris beaucoup de risques, la probabilité était très faible, l'information que je vais acquérir en lisant mon journal va être énorme. Inversement, si le cheval était quasi sûr de gagner, j'apprendrais à peu près rien en lisant mon journal et en voyant que le cheval est arrivé. Donc l'information doit être une fonction qui doit être décroissante des probabilités, et elle doit avoir une autre propriété qui est essentielle, c'est que l'information doit être additive. Supposons que j'ai deux courses de cheval, ou de chevaux plutôt. Dans la première course, il y a des événements petit m, l'arrivée du cheval petit m. Dans la deuxième course, il y a l'arrivée des chevaux petit m prime. Les deux courses sont évidemment statistiquement indépendantes, donc la probabilité d'arrivée du cheval m dans la première course et du cheval m' dans la deuxième course, c'est le produit des probabilités. Et l'information que j'acquiers en apprenant que le cheval m est arrivé dans la première course premier et m' dans la deuxième course premier, l'information doit être la somme des informations. Donc, au produit des probabilités doit correspondre la somme des informations, et ceci amène à définir l'information acquise lorsque le message qui est le cheval M est arrivé premier est reçu, lorsque cette information est reçue. Cette information doit être égale au logarithme de la probabilité à une constante d'unité près, que je vais appeler K, et qui est n'importe quoi, qui définit l'unité d'information. Donc voilà la définition de l'information. L'information est donc une fonction de la probabilité qui est tout simplement son logarithme. Et cette idée d'information, je peux l'utiliser non seulement pour la transmission des messages pour lesquels
auquel on associe une loi de probabilité, mais je peux l'associer à toute loi de probabilité. Alors, l'outil qu'on va utiliser n'est pas cette information détaillée, parce que les événements, ce qui va jouer le rôle d'événement en mécanique statistique, ça va être les configurations. Les configurations individuelles, jamais je ne vais les regarder. Donc, l'information acquise a posteriori, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'estimer quelle est l'information qui me manque du fait que je n'ai qu'une loi de probabilité sur les configurations. Cette information qui me manque, c'est une information qui a été introduite par Shannon en 1948. Et cette information, c'est l'information moyenne que je n'ai pas avant de savoir quel est le résultat, c'est-à-dire avant d'avoir réalisation d'un événement individuel particulier. C'est donc la moyenne des informations associées à chacun des événements possibles, et elle a donc la forme d'une somme avec comme poids les probabilités, des logarithmes des probabilités. Ceci s'interprète donc comme l'information qui nous manque avant réalisation de l'événement, du fait que nous ne connaissons de cet événement qu'une loi de probabilité. Bon, ça porte 36 noms, c'est l'entropie de Shannon, ça s'appelle l'entropie statistique, et c'est une mesure de notre incertitude ou de notre perplexité devant une loi de probabilité. Bien, alors maintenant que j'ai introduit cette notion d'information, je passe à la mécanique statistique et à la thermodynamique, comme Bernard, comme tout le cours de Bernard est construit. Le but de la mécanique statistique, c'est d'utiliser une théorie fondamentale sous-jacente à la thermodynamique, que ce soit la thermodynamique d'équilibre ou la thermodynamique hors d'équilibre. La thermodynamique est une théorie empirique qui porte sur des variables macroscopiques qui sont des variables qui nous intéressent, tandis que la mécanique statistique est une théorie fondamentale, microscopique, qui a des lois simples, mais qui a un nombre de constituants gigantesque. Le nombre de constituants gigantesque nous oblige donc à utiliser des lois de probabilité, et puisque nous utilisons des lois de probabilité, nous allons introduire ce concept d'entropie de Shannon, d'entropie associée à la loi de probabilité, qui est ici. Alors, il y a un petit tableau que j'ai mis là, qui vous montre la correspondance. Les événements des lois de probabilité, il leur correspond les configurations. Une distribution de probabilité P de M, la chose qui correspond à cela, c'est une distribution. Alors, je vais employer le langage de la mécanique quantique, mais ce n'est pas plus compliqué, c'est exactement le même langage que la mécanique statistique classique, mais c'est plus compact, on n'a pas à mettre des indices ni rien du tout. Donc, il faut voir tout simplement que nous avons un premier concept qui est le concept d'état. Un état macroscopique, enfin un état, c'est une loi de probabilité, c'est une distribution de probabilité. En mécanique statistique classique, c'est une distribution dans l'espace des phases à n particules. En mécanique quantique, c'est une énorme, gigantesque matrice. Une grandeur aléatoire, c'était un nombre qui était associé à l'événement en théorie des probabilités. Ici, c'est une observable, entre guillemets. Là aussi, c'est quelque chose qui dépend des configurations en mécanique classique et qui est une matrice en mécanique quantique. L'espérance définie en théorie des probabilités comme la somme des probabilités, de la grandeur aléatoire pondérée par la probabilité de chaque grande variable en question correspond à ceci, trace correspondant à la somme. Et maintenant, nous avons le concept d'information manquante, qui était l'information de Shannon pour une théorie des probabilités, et qui, en mécanique statistique, est l'équivalent, c'est-à-dire trace de D log D ou somme de P log P sur les configurations, avec une constante d'unité qui est devant, qui est l'unité d'information qu'on va choisir. Si on
si on regardait ça en unité d'information ordinaire, on mettrait ici des logarithmes à base 2, de sorte qu'un bit d'information k on prendrait égal à 1. Bon, en mécanique statistique, étant donné que les probabilités, ce n'est pas simplement un bit, mais c'est des quantités d'informations absolument gigantesques, puisque c'est l'information sur les configurations, il faut mettre une constante qui, ici, doit être extrêmement petite, et cette constante va s'identifier plus tard à la constante de Boltzmann. Bon, alors, l'entropie de Shannon, ici, en théorie des probabilités, porte en mécanique statistique le nom d'entropie de von Neumann. En fait, historiquement, c'est von Neumann qui a introduit ça au début des années 30, je ne me souviens plus, 29 ou 31, enfin, autour de 1930. Et il a introduit pour des raisons vraiment de mécanique quantique elle-même, liées à la théorie de la mesure en mécanique quantique et liées aussi au b.a.-ba, au début de la mécanique statistique quantique. Et Shannon s'était inspiré de cela pour créer la théorie de l'information. Alors c'est assez amusant parce que l'histoire marche à l'envers, les choses plus compliquées sont inventées avant les choses qui sont plus simples, de même que la mécanique, que la thermodynamique hors d'équilibre a été inventée avant la thermodynamique d'équilibre par Fourier avant Carnot, de même que le deuxième principe a été inventé avant le premier, etc. L'histoire des sciences est une chose très tortueuse. Bien, donc en résumé, D, l'objet D, la distribution D, c'est ce qu'on peut dire sur un système générique, c'est-à-dire pas une réalisation particulière, et la mesure de notre incertitude, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas, sur la configuration détaillée, etc., c'est l'entropie de von Neumann associée à cet opérateur densité D. On peut aussi l'identifier au désordre qui existe lorsque on ne sait rien, le désordre étant une notion un peu psychologique. Le désordre, c'est ce que je ne sais pas sur un système. La chose importante qui est cachée dessous aussi, c'est la dynamique. Quand on est au niveau de la mécanique statistique, il faut considérer une distribution de probabilité à chaque instant, et on a une évolution pour un système isolé qui est régi par un Hamiltonien. On peut écrire aussi avec l'opérateur de Liouville en mécanique statistique classique. Ceci s'interprète comme un transfert d'informations à l'échelle microscopique. On transfère l'information sur certaines configurations vers une information sur d'autres. Par exemple, si on savait que le système se trouvait là, que les molécules se trouvaient dans ce coin-là à un moment donné, et si la dynamique s'est contentée tout simplement de les transporter là, le moment d'après, on sait qu'ici, il n'y a plus rien, mais ici, il y a quelque chose. Donc la dynamique, c'est tout simplement un transfert d'informations au cours du temps, lorsqu'on la regarde comme une évolution de l'état du système. Bien, alors tout ceci est formellement très simple, mais... Comment ? I est un nombre complexe, oui, et D est une matrice sur les complexes, mais au total, les grandeurs physiques qui vont sortir sont toujours toutes réelles. Oui ? Qu'est-ce que c'est que L ? L, c'est l'opérateur de Liouville, c'est la même chose. Ici, c'est une identité. Par définition, L agissant sur D transforme D en mécanique quantique en tant que matrice en le commutateur qui est ici. Un commutateur, il y a un I dans le commutateur qui est supprimé par ça. Si je suis, pardon, je vais répondre après, si je suis en mécanique classique, eh ben, L, c'est tout simplement l'opérateur de Liouville, celui qui fait évoluer D, qui est une fonction des coordonnées dans l'espace des phases à n corps, dans le gigantesque espace des phases à n corps. Oui. D, c'est la matrice densité, en fait. D, c'est la matrice densité, c'est l'opérateur densité, c'est l'équivalent quantique de la densité en phase. Au lieu d'être une fonction d'un très grand nombre de variables, c'est une matrice avec un très grand nombre de lignes et de colonnes. Bon, ça n'a pas d'importance. De toute façon, mon exposé porte beaucoup plus sur les idées que sur le formalisme, mais le formalisme, il est derrière. Bien, alors maintenant, le but de tout ce jeu
et d'expliquer et de justifier les principes de la thermodynamique d'abord, et ensuite d'expliquer aussi les propriétés macroscopiques des matériaux. Et pour ce faire, on doit identifier tout ce formalisme mathématique microscopique, on doit identifier cela à la réalité, c'est-à-dire à la réalité macroscopique. Alors la première identification qu'on va faire, c'est qu'il y a des grandeurs macroscopiques qui existent. Par exemple, l'énergie, je vais prendre simplement cet exemple-là. Cette grandeur macroscopique qui est l'énergie, je vais l'identifier tout simplement à l'espérance du hamiltonien du système. Alors ici, j'ai un opérateur, j'ai une fonction des variables microscopiques en mécanique statistique classique, un opérateur en mécanique quantique. J'en prends l'espérance, telle qu'elle avait été définie juste avant, et j'identifie cette espérance à la grandeur macroscopique. Alors Bernard Derrida, dès les débuts même de sa leçon inaugurale, a insisté sur le fait que nous traitons avec des très grands nombres, et comme nous traitons avec des très grands nombres, si nous avons 10 puissance 20 particules, la fluctuation statistique va être de l'ordre en valeur relative de 10 puissance moins 10. Donc, ce que nous allons voir, c'est des grandeurs macroscopiques qui, elles, ne fluctuent pas, alors qu'en réalité, cachées dessous, il y a des fonctions des variables microscopiques qui sont ici, qui, elles, sont fluctuantes. Donc, une première chose importante, quand on passe du microscopique au macroscopique, c'est qu'on perd le caractère probabiliste. Ce caractère probabiliste est caché, invisible. Je peux aussi prendre l'exemple de la densité de particules. Une densité de particules, dans ce cas-là, A, c'est le nombre de particules qui se trouvent dans un petit élément de volume. Bon, alors ce nombre est aléatoire, il va dépendre de la configuration, et naturellement, dans une distribution donnée, il va avoir une certaine espérance, et dans une situation définie macroscopiquement, cette densité va avoir une valeur bien définie en chaque point, pratiquement sans fluctuation, toujours avec une perte de ce caractère probabiliste. On va voir les fluctuations uniquement si on prend des éléments de volume qui sont si petits que le nombre de particules dedans va être en moyenne de 2, 3. Alors à ce moment-là, on verra bien sûr les fluctuations. Mais dès qu'on prend un élément de volume, disons dans un gaz par exemple, qui est, mettons même un micron, le nombre de molécules qui sont dedans est si grand qu'il n'y a plus de fluctuation. Bien, alors l'autre exemple que j'ai donné ici, c'est l'énergie, qui est l'espérance de l'hamiltonien. Et l'énergie a une particularité, c'est que si on prend les équations du mouvement, l'équation du mouvement que j'avais écrite ici, que j'utilise cette équation du mouvement pour en tirer pour en tirer la variation de l'énergie, c'est-à-dire d sur dt de l'énergie, eh ben, je trouve 0. Donc, pour un système isolé, je trouve le premier principe qui me dit que l'énergie est conservée. Donc, le premier principe de la thermodynamique est une banalité au niveau microscopique. Bien, alors, on a commencé à identifier les grandeurs, et je vais passer à une partie de la thermodynamique qu'on ne devrait surtout pas appeler thermodynamique, qu'on devrait appeler thermostatique, qui est l'équilibre d'un système. Qu'est-ce que c'est l'équilibre? L'équilibre, c'est une situation dans laquelle on ne contrôle qu'une grandeur, qu'on ne contrôle que quelques grandeurs macroscopiques, globales pour le système. Bon, je vais prendre juste un exemple, je vais prendre l'équilibre canonique. L'équilibre canonique, c'est une situation dans laquelle on contrôle l'énergie, on se donne l'énergie, et puis on ne sait rien d'autre. Si on donne l'énergie et qu'on ne sache rien d'autre, bien, quelle distribution de probabilité est-ce qu'on va attribuer au système? Si je joue au dé et que je ne sais rien d'autre que le fait que le dé a 6 faces, qu'est-ce que je fais? Je prends une distribution de probabilité à l'avance pour faire des prédictions sur ce qui risque de sortir avec mes dés. Je prends une distribution de probabilité qui est 1/6 pour chaque face. C'est-à-dire je prends la distribution de probabilité la plus aléatoire possible compte tenu de ce que je sais.
Bon, ici, c'est la même chose. Ici, la seule donnée que je connaisse, c'est l'énergie, c'est-à-dire c'est ceci. Bon. Et je cherche à savoir quel dé je peux mettre ici pour avoir cette énergie. Évidemment, je peux en mettre tout un tas. J'ai une quantité absolument colossale de distributions qui correspondent à la même énergie, mais laquelle il faut que je mette pour décrire l'équilibre, il faut que je mette celle qui est la plus aléatoire possible. Et évidemment, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai éventuellement utiliser cette distribution pour faire des prédictions, mais des prédictions sur d'autres variables. Ces prédictions seront les prédictions les moins biaisées possibles, compte tenu de ce que je sais. Donc, mon problème va être donc, je pourrais faire de l'inférence, c'est-à-dire connaissant uniquement l'énergie, estimer par exemple quelle est la densité dans telle région de l'espace. Alors, pour faire cela, on utilise le principe d'entropie maximale, d'entropie statistique maximale, qui sert beaucoup en théorie de la communication, qui sert aux probabilistes, à tous ces gens-là. On va l'utiliser dans le cadre de la mécanique statistique. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que nous avons une contrainte. Nous cherchons à écrire une distribution de probabilité D, un opérateur densité D. Il est contraint par le fait qu'il doit satisfaire à toutes ces équations qui sont ici, puis aussi il doit être normalisé. Mais en dehors de ces contraintes, parmi tous les D possibles qui sont ici, je vais choisir celui qui est le moins biaisé, celui que je vais appeler distribution canonique, DC. C'est celui qui ne contient pas d'autres informations que celle-ci. Et pas d'autres informations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, étant donné que l'information est mesurée par ceci, je vais chercher le maximum, le manque d'informations, je vais chercher celle qui ne contient pratiquement pas d'informations autres. Ah zut, c'est toujours à l'envers. Qui ne contient pas d'autres informations que celle qui est ici. Donc parmi toutes celles-ci, je vais chercher le maximum de l'entropie de von Neumann. Et le maximum de cette entropie de von Neumann, ça va me définir la distribution d'essai. Si je prends n'importe quelle autre distribution, et si je considère cette entropie de von Neumann associée à celle-là qui est la maximale, la différence entre cette entropie, c'est-à-dire entre cette incertitude sur DC et l'incertitude sur une autre distribution que je pourrais mettre, mesure le biais qui se trouve dans cette distribution, c'est-à-dire c'est une information qui se trouverait là-dedans et c'est une information qui est non pertinente, c'est une information qui n'est pas l'énergie E. D'une certaine façon, cette contrainte me dit qu'il faut que je tienne compte de toute l'information dont je dispose, c'est-à-dire E, mais toute l'information, mais rien que l'information, toute la vérité, mais rien que la vérité signifie maximiser l'incertitude. Bien, alors techniquement, ça se fait en disant je cherche le maximum de cette grandeur-là, donc je vais annuler sa variation, mais je vais mettre des contraintes sur l'énergie et sur la normalisation. Cette contrainte, j'en tiens compte avec des multiplicateurs de Lagrange, un que je vais appeler bêta, l'autre que je vais appeler lambda, et il faut que j'annule cette expression-ci, quelles que soient les variations de D possibles, et c'est facile de voir que ça nous donne pour D, étant donné qu'ici j'ai un log là-dedans, le D lui-même, il va sortir sous forme d'une exponentielle. Donc je trouve la distribution canonique de cette façon-là. La distribution canonique, c'est la distribution la plus incertaine qui rend compte d'une certaine valeur de l'énergie. La valeur de l'énergie, comme d'habitude avec les multiplicateurs de Lagrange, il y a une correspondance entre la valeur du multiplicateur de Lagrange a priori indéterminé et l'énergie que je me suis donnée. Cette relation, elle est écrite ici. L'énergie doit être égale à
à la valeur du Hamiltonien pondérée par cette distribution, ce qui me fournit la relation entre bêta et E. Et puis j'ai eu la constante de normalisation qui est devant, qui est banale. Bien, alors voilà donc le résultat de la maximisation de l'énergie, de l'entropie, c'est-à-dire de l'entropie statistique, c'est-à-dire la maximisation de l'incertitude sur la loi de probabilité, le fait que je choisis une loi de probabilité aussi plate que possible qui satisfasse à ma contrainte. Bien. Alors, ce que j'ai écrit ici peut se généraliser à d'autres grandeurs que l'énergie. Je ne le fais pas ici, mais c'est quelque chose qui est tout à fait général. Bon, alors je vais maintenant voir deux conséquences de ce que je viens de dire. La première conséquence, c'est ce qui se passe quand je prends deux systèmes dont les Hamiltoniens sont H1 et H2. Et au départ, je considère que ces deux systèmes ne sont pas couplés, sont complètement indépendants. Donc j'ai un certain Hamiltonien H1, un certain Hamiltonien H2. Je peux me donner l'énergie du premier, je peux me donner l'énergie du second séparément. Donc je vais faire la même chose que ça, mais j'obtiendrai un résultat dans lequel j'aurai deux multiplicateurs, l'un pour le système 1, l'autre pour le système 2, ce qui va me donner une distribution canonique qui aura la forme de l'exponentielle d'une somme de deux termes avec deux multiplicateurs ici. Ceci s'obtient donc en disant que, avec les deux contraintes, j'ai maximisé l'incertitude sur ces deux systèmes. Si le couplage est faible, c'est-à-dire s'il y a possibilité de transfert d'énergie d'un système à l'autre, l'hamiltonien sera égal à H1 plus H2 plus un tout petit chouïa qui me permet les transferts. Et si les transferts se sont faits, et à ce moment-là, la seule contrainte que j'ai, c'est l'énergie totale. Et si la contrainte, c'est l'énergie totale, je retombe sur l'expression que j'avais là-haut avec un seul multiplicateur. Donc le résultat, c'est que les énergies, au départ, ont changé. E1 est devenu E'1, E2 est devenu E'2. Il y a eu transfert d'énergie. Mais ce transfert est tel que les multiplicateurs de Lagrange qu'il y avait ici se sont égalisés. Donc bêta 1 est devenu bêta, mais bêta 2 est devenu bêta aussi. Puis en même temps, étant donné qu'il y a plus de désordre... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Étant donné qu'il y a plus d'incertitude dans la deuxième situation que dans la première, l'entropie a augmenté, l'entropie statistique. Donc, conclusion, le multiplicateur bêta s'identifie à une température relative. Et puis, si on prend, au lieu de prendre deux systèmes, j'en prends trois. Si je dis que le système 1 est à l'équilibre avec le système 2, que le système 2 est à l'équilibre avec le système 3, alors les bêtas vont s'égaliser. Le système 1 sera à l'équilibre avec le système 3. Donc, ça signifie que j'ai le principe, ce qu'ils appellent le principe zéro de la thermodynamique. Le principe zéro de la thermodynamique, c'est celui-là. Il me dit que la température est une relation d'équivalence. Donc, j'ai montré tout à l'heure le principe 1, maintenant le principe 2, le principe 0, et on va passer à une deuxième conséquence dans laquelle on va regarder comment cette relation entre bêta et nous donne des relations entre les variations de E et les variations de bêta. Donc, je vais écrire de façon plus en détail la relation entre E et bêta. Et ceci se voit facilement en notant que si je prends le logarithme de cette fonction z et que je le dérive par rapport à bêta, vous voyez, ça me fait descendre h, et en définitive, ça me construit tout simplement l'énergie elle-même. Donc la dérivée de ce log z par rapport à bêta, c'est moins l'énergie. Donc d de log z est égal à moins E des bêta. Bon. Mais du coup, je peux calculer aussi l'entropie associée à
cette distribution. L'entropie associée à cette distribution, je l'obtiens en prenant la valeur moyenne du logarithme de ceci. La valeur moyenne du logarithme de ceci contient déjà le logarithme de z, qui est là, et la valeur moyenne du logarithme de ceci contient la valeur moyenne de h, c'est-à-dire e. Donc je vois que la relation entre l'entropie statistique, l'entropie de von Neumann, et ce log de z n'est une transformée de Legendre, et ceci implique donc que que je passe de ceci à dE égale ds sur k bêta, qui est une relation évidemment magnifique, puisque cette relation me dit que la variation d'énergie, la seule variation d'énergie possible, c'est de la chaleur ici, puisque c'est uniquement la température bêta qui a varié, mais ça me dit que cette variation d'énergie est liée à la variation d'entropie de von Neumann avec un coefficient qui est 1 sur k bêta. Donc ce 1 sur k bêta, en définitive, doit s'identifier à la température absolue de la thermodynamique. L'entropie de von Neumann va s'identifier à l'entropie de la thermodynamique aussi, et je retrouve l'interprétation de l'entropie thermique s'interprète à l'échelle microscopique comme l'incertitude de l'entropie de von Neumann, et la température absolue s'interprète comme l'inverse du multiplicateur de Lagrange. Alors évidemment, il y a ce cas qui est ici, qui est une abomination. L'abomination tient au fait que la température a été définie de façon absurde en fonction d'une propriété de l'eau qui est le matériau le plus extravagant qui existe sur Terre, puisque la température est définie comme 273,16, qui est le point critique de l'eau. Bon, c'est une définition qui, un de ces jours, va disparaître. Les comités de métrologie, etc., sont en train, probablement dans une prochaine conférence internationale, de se débarrasser de cette définition de la température qui sera définie tout simplement, on définira cette constante de Boltzmann comme un nombre. Et puis, bon, prendre un nombre quelconque ou prendre 1, ça revient exactement au même. Donc, on va passer à une température qui sera une énergie, qui sera en unité d'énergie. Bien, alors jusque-là, tout est parfait, donc on retombe bien sur toute la thermostatique. En particulier, on tombe sur le deuxième principe tel qu'il est énoncé dans le livre de Callen, qui, entre parenthèses, est le seul bon livre, à mon goût, de thermodynamique. Mais, malheureusement, les choses se gâtent quand on va passer à la thermodynamique hors d'équilibre, et Bernard Derrida nous l'a montré tout à l'heure d'ailleurs. Lorsque on regarde la variation au cours du temps de l'entropie de von Neumann, compte tenu de l'équation du mouvement de la distribution de probabilité, il nous l'a montré sur le cas d'un fluide classique, mais c'est exactement la même chose. Cette équation du mouvement implique que l'entropie de von Neumann ne peut pas varier au cours du temps. Bon, alors ça paraît vraiment assez épouvantable, puisque dans la pratique, on voit bien que l'entropie de la thermodynamique croît. Donc l'entropie de von Neumann est bien identifiée à l'entropie de la thermodynamique lorsqu'on est à l'équilibre, mais pas lorsqu'on est hors d'équilibre. Et là, ce n'est pas possible, donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe. En particulier, en thermodynamique hors d'équilibre, quand on prend l'entropie de la thermodynamique. Alors l'entropie de la thermodynamique est définie, je prends un fluide par exemple, le fluide je vais le découper en éléments de volume. Dans chaque élément de volume, ce fluide va être à l'équilibre localement, il pourrait définir localement une température, un potentiel chimique, une densité, etc. Donc localement, je peux définir une densité d'entropie, et l'entropie de la thermodynamique hors d'équilibre pour les processus de transport est définie comme étant simplement l'intégrale de cette densité d'entropie. Et il existe un théorème, pas un théorème,
du tout, bien au contraire, enfin, une inégalité empirique due à Clausius et Duhem, qui nous dit que cette entropie croît au cours du temps dans les processus de transport lents, suffisamment lents. L'exemple que Bernard nous a donné tout à l'heure, tout à fait à la fin, était tout à fait ça. C'était à l'ordre le plus bas, quand il y a un transport lent, alors on a quelque chose de positif. Bon, alors il faut comprendre ceci, donc comprendre qu'est-ce que c'est que cette entropie de la thermodynamique, celle qui est obtenue en prenant l'intégrale sur le volume de l'entropie, de la densité d'entropie microscopique. Alors pour faire ça, on va se livrer à une opération qui généralise le coarse graining dont Bernard utilise, qui est de dire la chose suivante, qui est de dire, à l'échelle microscopique, je regarde les configurations de façon extrêmement détaillée, je regarde tout, le moindre détail, mais ça ne m'intéresse absolument pas de regarder les positions individuelles des particules, etc. Ce qui m'intéresse, c'est un certain nombre de grandeurs macroscopiques. Ces grandeurs macroscopiques sont des grandeurs, bon, dans l'exemple de la thermodynamique hors d'équilibre, ce sont les densités la température, densité de particules en les différents points, etc. Dans d'autres cas, ça va être autre chose. Ça peut être autre chose, on en verra d'autres exemples tout à l'heure. Mais je vais appeler AI un certain nombre de grandeurs macroscopiques. Et ces grandeurs macroscopiques, c'est celles-là seules que je veux suivre. Les autres, je m'en fiche éperdument. Je veux me débarrasser, dans ma description, de toutes les grandeurs autres que ces grandeurs macroscopiques. Ces grandeurs macroscopiques s'identifient donc à la valeur moyenne sur la distribution de probabilité d'un certain nombre d'observables ou de variables aléatoires qui sont ici, qui dépendent des coordonnées microscopiques du système. Puisque je ne veux suivre que ces grandeurs-là, je peux me poser la question, quelle est la distribution de probabilité que je vais appeler distribution de probabilité réduite, qui décrit ces variables-là, mais qui ne contient pas plus d'informations que ces grandeurs. Bon, alors le jeu va être exactement le même que celui que j'ai fait tout à l'heure pour l'énergie, mais je vais le faire à chaque instant, et je vais me poser la question de savoir, dans la distribution de probabilité détaillée, celle qui évolue suivant cette équation, etc., cette distribution de probabilité détaillée contient des tas d'informations qui ne m'intéressent pas. La seule information qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, il faut que je maximise encore mon incertitude, compte tenu du fait que la seule chose qui m'intéresse, c'est ça. Ce sont ces grandeurs-là. Bon, alors, je dois donc rechercher, compte tenu du principe d'entropie maximale qui me dit je choisis comme distribution de probabilité adéquate pour décrire ces grandeurs-là, je choisis comme distribution de probabilité celle qui, à l'instant considéré, est la plus aléatoire possible, c'est-à-dire qui maximise l'entropie de von Neumann sur l'ensemble de tous les dés possibles qui satisfont aux contraintes qui sont à chaque instant ces grandeurs-là. Bon, alors c'est exactement la même chose que tout à l'heure, et je trouve la même forme, sauf que cette fois-ci, j'ai un multiplicateur de Lagrange à chaque fois pour chaque variable aléatoire microscopique dont la moyenne doit me fournir la variable macroscopique AI, et puis ça c'est la constante de normalisation. Donc, la donnée de ces multiplicateurs va être équivalente à la donnée de ces grandeurs, et ceci sera la distribution la plus incertaine possible, mais qui rende compte de ces grandeurs-là. Cette distribution est équivalente à n'importe quelle distribution, à toutes celles qui donneraient cette contrainte-là, mais sinon, c'est toujours pareil, c'est toute la vérité, et rien que la vérité, c'est-à-dire maximum d'entropie. Alors,
on définit la constante de normalisation comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait, attendez, il faut remonter, c'est là, zut. J'avais ceci qui engendrait le log z, qui engendrait les valeurs moyennes par dérivation par rapport au multiplicateur de Lagrange. Ici, c'est la même chose. Je définis... Ah, il n'y aura pas moyen. Ici, je définis cette grandeur-là comme une fonction des variables gamma, et par dérivation par rapport aux variables gamma, j'ai les AI, et ceci, c'est la relation qui entre les multiplicateurs de Lagrange qui sont ici et les grandeurs, les variables macroscopiques que j'ai définies ici. Donc, à partir, si j'ai une distribution extrêmement détaillée à l'instant d de t, je peux lui associer une distribution moins détaillée par ce procédé-là. Ces deux distributions, cette distribution-là équivaut à celle-ci en ce qui concerne ces variables, mais est la plus désordonnée possible. Donc il y a une réduction de la description. Je réduis la description, qui est l'équivalent du coarse graining dans ce cas-là. Alors, encore une fois, non, il faut descendre pour monter. Bien, alors j'ai fait un petit dessin qui schématise ce qui est là. Je considère un espace qui est un espace gigantesque, qui est l'espace de toutes les variables possibles et imaginables microscopiques. Alors, toutes les variables qui sont éliminées, il y en a des 10 puissance 20, elles sont représentées schématiquement par cet axe seulement, et puis j'ai représenté deux variables macroscopiques, deux grandeurs macroscopiques, qui sont des choses qui m'intéressent. Donc je veux éliminer tout ce qui est dans cette direction-là et conserver tout ce qui est projection sur ce plan. Bon, alors maintenant, par ailleurs, je considère une distribution d de t qui évolue suivant, je vais encore me tromper, hein, c'est pas possible, qui évolue suivant cette équation. À l'instant initial, il y a des données, mais ensuite, elle est en train d'évoluer suivant cette équation exacte, mais cette évolution, même si je suis parti d'une distribution dans laquelle le D et le DR coïncident, il m'amène un peu n'importe où, de façon très compliquée. Et l'opération que je viens de définir, qui fait correspondre à dt une densité réduite, c'est une projection. C'est une projection sur un espace. Cet espace, c'est l'espace de toutes les densités de toutes celles qui ont cette forme. Je considère l'ensemble de toutes les distributions qui ont cette forme, qui sont paramétrisées par ces variables gamma. C'est des distributions particulières qui vivent sur cette surface-là, c'est la surface des états réduits, et je fais une projection donc ici là. Alors la dynamique vraiment des variables AI qui sont les seules qui m'intéressent, cette dynamique naturellement pourrait être décrite en étudiant la dynamique extraordinairement compliquée de ce d de t qui dépend d'un nombre de variables absolument considérable, mais cette dynamique est aussi engendrée par l'évolution le long de cette courbe qui, elle, vit sur un espace qui est paramétrisé par les variables gamma. Il y en a autant que des variables AI, ça fait quand même beaucoup moins. Alors, ceci me montre bien que cette équivalence en ce qui concerne les variables A. Et ce que je cherche à suivre, c'est donc ceci. Et une bonne partie de la mécanique statistique consiste justement à remplacer les équations du mouvement compliquées qui sont ici par des équations du mouvement plus simples qui se baladent sur cet espace des états réduits. Alors, un outil important maintenant va être quelque chose qu'on va appeler l'entropie pertinente
il y a un R là, ça veut dire relevant entropy, je l'ai appelé relevant entropy. C'est l'entropie pertinente qui est relative aux variables AI de T. C'est l'entropie de von Neumann associée à ce D qui est ici. Et par construction même, cette entropie-là, c'est la plus grande possible sur cette projection-là. Donc ça, c'est plus grand que ça. Donc on comprend que l'entropie pertinente qu'il y a ici puisse croître au cours du temps, alors que l'entropie de von Neumann, qui est là, reste constante au cours du temps. Donc ici, l'entropie est constante le long de ça, et ici, elle peut croître. Donc, maintenant, je peux interpréter tout ce que je viens de dire ici en termes d'information. Ceci décrit le manque d'information qui est associé à la seule connaissance des AI, et la dissipation, c'est-à-dire l'augmentation de l'entropie pertinente qui est ici, décrit une fuite d'informations, une certaine quantité d'informations qui se trouvait autrefois uniquement dans les variables AI, s'est perdue, est allée vers d'autres variables, pendant que ici je suivais uniquement ces variables-ci qui sont les degrés de liberté intéressants, les degrés de liberté pertinents. Donc cette fuite d'informations vers les degrés de liberté écartés, c'est celle qui est mesurée par l'augmentation de l'entropie pertinente. C'est ça. Et non, c'est ça. À chaque fois, je me tromperai. Alors maintenant, un point qui ressort de tout cela, c'est que la notion d'irréversibilité, la notion de dissipation, la notion de croissance de l'entropie va être une notion qui va dépendre de la finesse de la description. Suivant les variables AI qu'on va choisir, suivant ces variables, on va avoir une entropie qui va être différente. Plus la description va être fine, plus l'entropie va être basse, puisque l'incertitude va être plus basse. Et la croissance, la décroissance, c'est des choses qui dépendront de ce choix. C'est ce qu'on va voir dans ce qui suit. Alors, il y a un point important quand même, qui est que si, j'aurais dû le noter ici. Non, ça ne se voit pas tellement. Il se trouve que le choix des variables AI est un choix qui va être crucial, parce que si je me mets à prendre des variables AI qui sont beaucoup trop fines, les équations seront absolument impossibles à manipuler. Mais si je choisis mal mes variables AI, si je n'en prends pas assez de variables AI, je pourrais avoir des équations du mouvement qui vont être tordues et pas résolues. Bon, alors le point important dans cette affaire, qui n'est pas écrit ici, mais que j'ai détaillé plus dans la référence que je vous ai donnée, c'est le fait que dans cette projection qu'il y a ici, cette projection a une propriété intéressante. Le premier point est la forme des équations du mouvement de cet objet-là. La forme des équations du mouvement, ce n'est pas très surprenant de voir d'après ce dessin, étant donné qu'ici j'ai une équation différentielle toute bête avec des pas de temps qui sont très très courts, etc. Ici, j'ai fait des projections tout le long, et l'équation du mouvement de ce dr, en principe, est une équation qui n'est plus une équation différentielle. Donc ce dr ne dépend pas du dr juste à l'instant avant, contrairement à celui-ci, mais contient un effet de mémoire qui dépend de toute l'histoire qui a suivi précédemment. Alors une équation avec mémoire, c'est une équation assez épouvantable, c'est pas agréable, mais si on choisit les variables AI de telle façon que les échelles de temps relatives à l'évolution des AI sont des échelles de temps beaucoup plus longues que les échelles de temps relatives aux variables qu'on élimine ici,
alors dans ces conditions, l'effet de mémoire va être très faible. Ceci va se souvenir uniquement de ce qui précédait un tout petit peu avant. Et en définitive, on tombera quand même sur des équations différentielles, des équations markoviennes. Et la mémoire, ici, ne servira à rien, puisque la mémoire portera uniquement sur un intervalle de temps très faible relatif aux variables qu'on a éliminées. Donc, en définitive, le choix des variables va dépendre du problème, et suivant le problème considéré, on aura une variable ou une autre. Bon. Alors, premier exemple, la thermodynamique au voisinage de l'équilibre. Bon, j'y ai fait déjà allusion tout à l'heure. Dans la thermodynamique au voisinage de l'équilibre, les variables AI de T sont les densités locales des grandeurs conservatives. Bon, alors, c'est des fonctions d'un point R dans l'espace ordinaire et du temps. Et puis, des fonctions comme ça, il y en a plusieurs. Pour un fluide, par exemple, il y a la densité de particules au point R, il y a la densité d'énergie au point R, et puis il y a la densité de quantité de mouvement au point R. Si je fais de la chimie, les particules, il va y avoir plusieurs densités suivant les types de particules que je vais considérer. Donc tout ceci s'applique aussi tout à fait à la cinétique chimique. Les variables conjuguées, étant donné que ces grandeurs sont des grandeurs locales dépendant de la position R, etc., et qu'elles ont une nature qui est la même que la nature des variables qui correspondent à l'équilibre global. Tout à l'heure, j'ai parlé d'équilibre thermodynamique global en fixant l'énergie, mais je peux parler d'équilibre global en fixant l'énergie, le nombre total de particules, la quantité de mouvement total qui va être nulle. Ce qui va correspondre à ces grandeurs-là, c'est-à-dire ceux-ci sont des grandeurs qui sont des grandeurs extensives, il va leur correspondre des grandeurs intensives locales, puisque la correspondance va se faire en chaque point R, et pour les particules, ce sera donc les potentiels chimiques locaux, pour l'énergie, ce sera la température locale, et pour la quantité de mouvement, ce sera les vitesses hydrodynamiques. Donc j'identifie ces variables, ces multiplicateurs de Lagrange, aux variables intensives locales de la thermodynamique hors d'équilibre, et les équations dynamiques ne sont rien d'autre que les équations de transport habituelles. Quant à l'entropie pertinente associée à ces variables, étant donné que ceux-ci sont des grandeurs locales, ceci n'est rien d'autre que l'entropie thermodynamique que j'ai définie tout à l'heure, et la croissance de cette entropie thermodynamique dans les équations de transport, c'est rien d'autre que l'inégalité de Clausius du M. C'est au fond le fait qu'il n'y ait pas là-dedans, qu'il n'y ait pas de mémoire sur le long terme, que ça soit simplement ce qui se produisait juste là avant. C'est ça qui cause le fait que l'entropie pertinente, elle, croît au cours du temps. Au début, elle va croître, mais ici, ça va être la même chose, puisque ça va ne dépendre que de ce qui se passait juste avant. Donc cette croissance au cours du temps, c'est celle qui est décrite par l'inégalité de Clausius du M, qui me dit que l'entropie de la thermodynamique croît dans un processus de transport. Bien, alors il y a un second exemple qu'il ne faut pas confondre avec celui-là et que malheureusement un certain nombre de livres de mécanique statistique ont confondu avec la thermodynamique au voisinage de l'équilibre, c'est le cas du gaz de Boltzmann. Boltzmann, lui, a considéré un gaz dilué dans lequel les particules peuvent entrer en collision les unes avec les autres. Dans ce cas-là, la distribution de probabilité qui est associée à ce gaz de Boltzmann résulte tout simplement de la distribution de la densité de particules, mais dans l'espace des phases, non pas le grand espace des phases que vous aviez ce matin, mais l'espace des phases à 6 dimensions, c'est-à-dire 3 dimensions d'espace, 3 dimensions de temps, c'est-à-dire l'espace des phases à une particule. Pour le gaz très dilué, c'est cette grandeur-là que Boltzmann a suivie au cours du temps en écrivant l'équation de Boltzmann
df sur dt égale, que je n'écris pas ici. Et l'équation de Boltzmann me définit, pour le gaz dilué, la manière dont la densité dans l'espace des phases, c'est-à-dire la distribution dans l'espace ordinaire et dans l'espace des moments, évolue au cours du temps. Bien, alors, cette grandeur, il est important de noter que c'est une grandeur qui est plus détaillée que les grandeurs thermodynamiques qui sont ici. Ces grandeurs-là ne dépendent que de la position, tandis que celle-ci est une fonction, bon, ici on a une fonction de 6 variables, ici on a un certain nombre de fonctions de 3 variables. La description de Boltzmann est une description plus détaillée. Donc l'entropie de Boltzmann, qui est associée à cette distribution, qui est l'entropie pertinente définie en maximisant l'entropie de von Neumann compte tenu de ces contraintes-là. Je l'ai écrite ici, cette entropie de Boltzmann, et M. Boltzmann a démontré que dans son équation de Boltzmann, cette entropie croît, ça s'appelle le théorème H. Bon, alors quand je fais allusion au livre, souvent on voit une affirmation qui est M. Boltzmann a démontré par le théorème H la croissance de l'entropie. Ben, il a démontré la croissance de son entropie à lui, qui est là. Son entropie à lui n'est pas l'entropie de la thermodynamique, étant donné que cette description est plus détaillée. Et donc, cette croissance, ce théorème H, diffère du deuxième principe et diffère de l'inégalité de Clausius du M qui est ici. Entre parenthèses, l'inégalité de Clausius du M diffère elle aussi du deuxième principe de la thermostatique. Que dit le deuxième principe de la thermostatique? Le deuxième principe nous dit que si je pars d'une situation dans laquelle il y a plusieurs sous-systèmes et que ces sous-systèmes sont séparément à l'équilibre, que je supprime des contraintes de façon à permettre des échanges entre ces différents sous-systèmes, des échanges de particules, des échanges d'énergie, etc., alors l'entropie finale qui sera atteinte tout à fait à la fin des temps sera plus grande que l'entropie initiale. Ce n'est pas ce que nous dit Clausius du M. Clausius du M nous dit qu'au cours du temps, l'entropie croît. Et ceci n'est vrai que pour les processus lents. Le second principe, lui, est valable non seulement pour les processus lents, mais aussi pour les processus explosifs, dans lesquels je prends, bon, je ne sais pas, je prends de l'oxygène et de l'hydrogène, je les mets ensemble, et puis pouf, je mets une étincelle, ça pète, l'entropie finale va être plus grande que l'entropie initiale. Mais au cours du temps, je ne peux absolument pas suivre l'entropie au cours du temps dans ce processus-là. Donc, il ne faut pas confondre du tout la croissance de l'entropie au cours du temps dans un processus de transport avec le deuxième principe qui, lui, ne parle que de l'état initial et de l'état final. Aussi bien l'entropie de la thermodynamique que l'entropie de Boltzmann, elle, le temps joue là-dedans, la manière dont elles dépendent du temps est une chose importante. La thermodynamique proprement dite dépend du temps, la thermodynamique celle des trois principes, il n'y a pas le temps dedans. Donc cette différence est importante. Alors je marque donc le fait que l'entropie de Boltzmann, étant donné que la description est plus détaillée, est plus faible ou égale à l'entropie thermodynamique. Elle ne s'égalise que quand je prends un gaz très dilué. Il va y avoir un premier stade dans lequel les collisions vont se produire et je vais aboutir à une situation dans laquelle je vais aboutir à un équilibre local dans lequel les moments, par exemple, la distribution des moments va localement se thermaliser. Et à partir de là, ces deux entropies seront égales. Donc l'entropie de Boltzmann va croître suivant le théorème H, bon, ça c'est la chose en rouge, jusqu'au moment où je vais atteindre l'équilibre local, et à ce moment-là, je vais rejoindre l'entropie de la thermodynamique, qui ici n'a guère de sens,
mais qui, si je la calculais, serait plus grande que l'entropie de Boltzmann. À partir de là, les deux coïncident. L'inégalité de Clausius du M équivaut au théorème H, et à la fin des temps, j'aboutis à l'entropie maximale, qui est l'entropie d'équilibre correspondant à un équilibre global. Alors, ici, je suis parti d'une situation qui était une situation hors d'équilibre. Par exemple, je suis parti de la situation dans laquelle la moitié des molécules du gaz se trouvaient dans la partie gauche de la boîte. L'entropie était faible, elle était là. L'entropie de von Neumann, elle, reste constante au cours du temps. Si je suivais toutes les positions des particules dans grand détail, cette entropie resterait constante. Mais cette entropie-là ne présente aucun intérêt. Celle qui vraiment se voit pour le gaz dilué, c'est l'entropie de Boltzmann. Et donc, elle croît. Et puis, elle va se terminer à l'entropie d'équilibre avec le saut qui correspond au passage de l'équilibre initial où toutes les molécules étaient confinées à gauche, à l'équilibre final où toutes les molécules occupent tout le volume qui est ici. Bien, alors, donc, le mécanisme de ceci, c'est le mécanisme de collision qui contribue à uniformiser la densité, en particulier pour aboutir à l'équilibre global. Mais ce mécanisme de collision a un autre effet, dans le cas du gaz très dilué, c'est de créer des corrélations. Je pars du gaz dilué. Au départ, étant donné que j'ai pris une distribution de probabilité aussi aléatoire que possible, je ne pouvais pas je suis parti d'une situation dans laquelle j'ai mon récipient qui est là, je mets une cloison entre les deux, je pars d'une situation d'équilibre dans laquelle le gaz se trouve confiné dans la partie gauche de la boîte, et puis à l'instant initial, j'ouvre, et puis ça va se répartir. Qu'est-ce qui va se passer? Au départ, les particules occupaient ce volume, mais ces particules n'étaient pas corrélées. La seule chose dont je disposais, c'était la densité de particules dans cette région-là. Cette densité était uniforme, mais il n'y a pas de corrélation entre les particules, puisque la distribution de probabilité que je vais mettre va être la plus aléatoire possible. Je regarde l'évolution. Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique? Les particules entrent en collision. Lorsque deux particules qui étaient non corrélées au départ entrent en collision et repartent, les particules sortantes ici sont corrélées. La corrélation ne se voit pas beaucoup, mais cette corrélation nous dit tout simplement que si elles n'étaient pas corrélées, elles ne reviendraient pas juste en ce point-là. Elles sont corrélées parce qu'elles sont parties toutes les deux, avec chacune sa vitesse, depuis le même point. Donc il y a une corrélation subtile entre la position et les vitesses des particules. Donc quand il y a une collision, deux particules se mettent à se corréler, puis celle-ci va entrer en collision avec une autre, donc il y aura des collisions à 3, etc. Donc le mécanisme d'irréversibilité de ce système, c'est une fuite d'informations depuis la distribution de densité seulement dans l'espace ordinaire, vers les corrélations à 2 corps, et puis vers les corrélations à 3 corps, vers les corrélations à 4 corps, etc. Si j'imagine que je tiens compte des corrélations, que dans ma description, que je décris mon système non seulement par la densité F de Boltzmann à 1 corps, mais par les distributions à 2 corps, je peux me livrer au même jeu, c'est-à-dire définir une entropie pertinente relative à la densité dans l'espace des phases à 1 corps et aux corrélations des particules, de 2 particules dans l'espace à 2 corps. Je peux très bien le faire, c'est une description plus détaillée, je peux le faire théoriquement, bien sûr, ce n'est pas pratique puisqu'on ne peut pas mesurer ces corrélations, mais le résultat est qu'on a une description plus détaillée que celle de Boltzmann, et c'est celle qui est représentée par une entropie qui croît, mais un petit peu moins vite que l'entropie de Boltzmann, puisque c'est plus détaillé, la description est plus détaillée, on a perdu moins d'informations. Et puis, je peux faire pareil avec les corrélations à 3 particules, à 4, etc. Alors, je vois que là-dessus, il y a une croissance
de cette entropie-là qui est ici, mais on a toute une hiérarchie d'entropies qui croissent de plus en plus tard, jusqu'au moment où on prendrait des corrélations à 10 puissance 10 particules, où ça serait constant, puis à la fin des temps, ça augmenterait quand même, puisque si le nombre de particules est de 10 puissance 20, bah, cette entropie-là restera constante, mais l'autre va finir quand même par s'équilibrer. Donc, on comprend l'existence d'une hiérarchie d'entropie qui correspond à des descriptions de plus en plus détaillées du système. Bien, alors à chaque fois, je vous prendrai à l'envers. Bon, alors je vais terminer sur quelque chose qui est plus... qui est assez différent, qui est de comprendre comment la croissance est-ce que la croissance de l'entropie thermodynamique est un critère pour nous dire qu'il y a irréversibilité à l'échelle macroscopique ou pas. Bon, en gros, on imagine que l'irréversibilité macroscopique est liée à la croissance de l'entropie de la thermodynamique. Alors, je vais vous montrer un exemple où il n'en est rien. Cet exemple est nettement plus détaillé dans l'article que je vous ai donné, mais je vais vous en donner une idée, ça suffira. C'est l'exemple des échos de spin. Alors, les échos de spin sont des expériences les plus simples se font de façon tout à fait courante quand vous passez une IRM. C'est basé justement sur l'existence d'échos de spin, mais il y a des échos de spin beaucoup plus subtils qui ne sortent pas du cadre du laboratoire. Quelle est l'idée? Je pars... Bon, qu'est-ce que c'est qu'un système qui contient des spins? C'est un matériau qui contient tout un tas de spins, c'est-à-dire de petits moments magnétiques, de tout petits moments magnétiques, et ces moments peuvent s'ordonner. Si je mets un champ magnétique très fort, par exemple, dans le plan de la figure, ici, dans cette direction-là, ces moments magnétiques vont tous s'orienter dans la direction du champ, et je vais aboutir à une aimantation globale, macroscopique, visible, bien visible, puisque tous les petits spins vont être ordonnés dans la même direction. Donc si je pars d'une situation comme ça, dans le plan, où tous ces spins sont ordonnés dans le plan, au temps initial, je pars de cette situation-là. Bon, maintenant, il y a un champ magnétique, on ne peut pas le mettre sur le tableau, il est dans cette direction-là, il est perpendiculaire au plan du tableau, et la présence de ce champ magnétique fait tourner ces petits champs microscopiques. Mais ces moments microscopiques, mais ces moments microscopiques ne vont pas tourner tous de la même façon. Avec un champ raisonnable, de toute façon, ils tournent à des vitesses absolument gigantesques. Et d'une part, les inégalités de champ magnétique appliquées ne vont pas faire tourner celui-là à la même vitesse que celui-là. Et puis, d'autre part, ces moments magnétiques interagissent les uns avec les autres, et leurs interactions mutuelles font qu'ils ne vont pas tourner tous de la même façon. Donc, je vais aboutir, au bout d'un certain temps tôt, je vais aboutir à une situation dans laquelle les petits moments magnétiques vont pointer dans toutes sortes de directions différentes de mon plan, et le moment magnétique macroscopique total, qui est la moyenne de ces moments macroscopiques, va être pratiquement nul. Donc je suis parti d'une situation où j'avais ces spins, et j'aboutis à cette situation-là. L'entropie de la thermodynamique est une fonction de l'aimantation. La grandeur thermodynamique mesurable là-dessus, c'est l'aimantation. C'est-à-dire c'est la valeur absolue de ce vecteur moment magnétique qui est ici. Et cette entropie est une fonction décroissante de l'aimantation. Si jamais tous mes petits aimants sont tous parallèles, j'ai une situation qui est ordonnée, simple, donc l'entropie de la thermodynamique associée à cette aimantation nulle
l'aimantation maximale est nulle, et lorsque l'aimantation macroscopique est nulle dans une situation comme celle-ci, alors l'entropie atteint une valeur maximale qui est ce qu'elle est. Et au cours du temps, on voit donc qu'il y a augmentation de l'entropie de la thermodynamique depuis la valeur 0 jusqu'à la valeur maximale possible qui correspond à ce processus. Jusque-là, rien de très spectaculaire. Mais je vous ai dit que ces spins étaient corrélés d'une certaine façon. Ces corrélations ne sont pas dans la thermodynamique, ces corrélations sont cachées, mais les expérimentateurs géniaux ont réussi à extraire ces corrélations, à les utiliser, et à les utiliser exactement comme si, quand on prend la situation du gaz enfermé dans la boîte, le gaz était parti de la partie gauche, il a envahi la partie droite, et on se dit on ne peut pas revenir à la situation initiale. On pourrait revenir si jamais on savait inverser les vitesses de chacune des particules du matériau. Si jamais on savait faire cette opération-là, alors on aboutirait à quelque chose de tout à fait spectaculaire, qui est que le gaz qui a envahi toute l'enceinte retournerait, dans le même temps qu'il a mis pour envahir l'enceinte, retournerait dans la partie gauche. Naturellement, on ne sait pas faire ça, donc ça ne se fait pas. Mais pour les spins, les expérimentateurs ont utilisé une propriété qui est banale, d'une certaine façon, c'est que ces spins vivent dans un espace à 2 dimensions, mais il y a une 3e dimension dans le système. Alors, si on peut faire... Ces spins sont là, ils sont désordonnés, mais on peut les manipuler en les faisant tourner par rapport à la 3e dimension qui est ici, en appliquant un champ qui se trouve dans le plan. Bon, alors, les champs qu'il faut appliquer, c'est des trucs tordus. Il y en a, j'ai donné un exemple dans les notes qui sont ici. Alors, on fait une petite manipulation, on applique un petit pipe de champ magnétique d'une durée bien définie dans une certaine direction, puis une autre dans une autre direction. Abraham a appelé ça le sandwich magique, c'est-à-dire on fait abracadabra, et puis tout se passe comme si on avait, dans l'autre exemple, renversé les vitesses, c'est-à-dire, partant de cette situation-là, on est passé par une situation intermédiaire où on a retourné, on a fait des choses, et puis on est revenu à la situation initiale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là? Dans ce processus-là, l'entropie de la thermodynamique est revenue à sa situation initiale. Donc, l'entropie de la thermodynamique n'est évidemment pas une mesure de l'irréversibilité du système. Alors, bien sûr, il reste des irréversibilités qui sont dues à des tas d'interactions résiduelles, etc. L'entropie associée à ces choses-là, elle, croît là, mais l'entropie de la thermodynamique est un outil trop grossier qui ne tient pas en compte des variables cachées qui sont, bien que cachées, manipulables. Et puisque ces variables sont manipulables, pour avoir quelque chose de raisonnable, il faut en tenir compte dans la définition de l'entropie, de telle sorte qu'on n'ait pas ce paradoxe d'une entropie qui décroisse entre cette situation et celle-ci. Bon, je vais conclure sur simplement l'idée suivante, qui est qu'il existe de multiples entropies, dont chacune dépend de la finesse de la description réduite que l'on a considérée. Ces entropies sont des fonctions des variables que l'on a retenues pour décrire la situation, des variables coarse-grained, etc. Mais que, suivant la situation, ce n'est pas toujours la même qui est la bonne. On peut en avoir plusieurs, et on peut même en avoir plusieurs simultanément, comme je vous ai montré dans la cascade. Une autre partie de la conclusion est que pour le concept d'entropie,
est un concept qui est partiellement subjectif, puisque cette entropie s'identifie en définitive à une information manquante. Et une information manquante, c'est une grandeur qui est associée à une probabilité. La probabilité elle-même, c'est ce que nous pouvons dire sur le système. Ce n'est pas une propriété intrinsèque du système. Donc on est amené à faire, quand on fait de la philosophie, ce qui est permis à mon âge, de se dire que la physique, ce n'est pas la description des choses, mais c'est la description de ce que nous pouvons dire sur les choses. Bon.